bienvenue à la fête de l'humanité autrement, à ce débat du Forum social consacré à une politique énergétique ambitieuse. Bienvenue à Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, et à Sébastien Ménéplier, secrétaire général de la Fédération de l'énergie de la CGT. Alors, vous l'avez peut-être entendu parler ou vu, lu dans les journaux, le gouvernement a lancé un plan de relance de 100 milliards d'euros, plan qui a pour but de retrouver, dit-il, le niveau économique d'avant la crise du confinement, et plan qui prévoit toute une série d'investissements, dont celui, nous dit le gouvernement, de 30 milliards d'euros dans la transition écologique, avec des mesures phares qui ont été annoncées, comme l'isolation des bâtiments, mais aussi un effort en faveur de la création d'une filière hydrogène et d'autres mesures. Alors nous allons voir si ce plan, aujourd'hui, répond aux attentes de nos invités, et puis, si ce n'est pas le cas, quelles sont les propositions qu'ils formulent et qu'ils entendent défendre dans le débat public dans les semaines qui viennent. Alors, Sébastien Ménéplier, votre organisation, la CGT Énergie, se bat depuis des décennies pour que l'État investisse dans les questions de transition écologique, notamment. 30 milliards d'euros, c'est pas rien. J'imagine que votre organisation syndicale est satisfaite. C'est l'arbre qui cache la forêt. Non, honnêtement, au travers un plan de relance, on aurait souhaité quand même que, pour lutter contre le réchauffement climatique, et pour tracer les perspectives d'une politique énergétique ambitieuse, on fixe un budget beaucoup plus important, parce que c'est nécessaire aujourd'hui, à plusieurs niveaux. Premièrement, pour défendre un modèle énergétique où l'État a organisé sa souveraineté depuis des décennies. Donc c'est comment il préserve cette souveraineté et surtout comment il ne devient pas finalement dépendant des autres pays d'Europe. Et on peut aussi quand même s'interroger sur la manière dont l'État envisage de venir aider une entreprise, par exemple, comme EDF, qui, la pandémie étant présente, vit une période compliquée. Et donc, pour une entreprise de service public, il aurait été quand même, pour nous, judicieux que l'État propose dans son plan de relance une aide offensive vis-à-vis d'EDF. Justement, l'État propose 400 millions, vous m'avez dit ? Oui, 400 millions sur 30 milliards, soi-disant, pour la filière industrielle du nucléaire. Franchement, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des fermetures de sites qui sont prévues d'ici 2035-14, on se dit, mais pour assurer la réponse aux besoins et pour assurer une production énergétique digne pour répondre à l'intérêt général, est-ce que 400 millions, ça va suffire demain pour relancer la filière ? Je ne pense pas, je ne crois pas du tout d'ailleurs. Mais on peut s'interroger finalement sur l'avenir de cette filière quand on voit que peu sera investi finalement. En quoi cette filière nucléaire elle est essentielle et surtout en quoi on peut garantir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, une filière nucléaire efficace, sûre, et efficace dans le sens où tout le monde a en tête les retards qui n'en finissent pas sur le chantier de l'EPR et se pose la question de est-ce qu'on est capable de maîtriser le nucléaire, de mener à bien des projets ? Est-ce qu'on est capable de garantir que cette énergie, tout le monde a en tête aussi Fukushima voilà. Oui, mais alors d'abord, je pense qu'en France, on a la maîtrise publique du nucléaire, et ça c'est important. On a aussi une autorité de sûreté, donc c'est aussi, je dirais, une façon un peu habillée de dire on a le gendarme du nucléaire qui veille à la sûreté et à la sécurité des installations et de l'environnement. Je crois que sur la thématique du nucléaire, faut pas biaiser le sujet en tant que tel. D'abord, il est important de dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut demain décarboner le pays. Donc l'énergie nucléaire étant une énergie décarbonée, certes, il y a une question autour de la gestion des déchets, mais énergie décarbonée. D'ailleurs, certains disent que l'énergie nucléaire est une énergie verte. Alors forcément, ce n'est pas les écolos qui le disent et qui le pensent. Mais au-delà de ça, on a quand même su démontrer depuis maintenant, je dirais, en France, l'exploitation de son parc nucléaire
que c'est une réponse aux besoins qui, par cette stabilité énergétique, permet justement de répondre à l'intérêt général. Alors, il y a plusieurs enjeux au travers aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique. Quand on voit que les pays voisins ont arrêté le nucléaire, ils sont quand même contents aujourd'hui que la France, par sa production énergétique à base de nucléaire, elle puisse subvenir à leurs besoins. Moi, je crois très franchement qu'on ne peut pas fermer des sites, comme il est prévu d'ici 2035, en ayant l'ambition de réduire la production nucléaire à 50%, sans avoir l'ambition de pouvoir envisager des évolutions de nouveaux réacteurs. Alors, Flamanville est un prototype qui coûte très cher, en effet, mais si on avait écouté la CGT à l'époque où il y avait ce projet qui voyait le jour, si on avait été écouté à ce moment-là, d'ailleurs, on n'était pas les seuls à le dire, tout prototype, de toute façon, a toujours coûté dans l'évolution industrielle. Il y a peut-être maintenant à réfléchir comment on trace un retour d'expérience important qui nous permette d'envisager pour l'avenir peut-être un réacteur différent, moins puissant, mais qui se construit plus vite et avec des matériaux moins coûteux. Il y a besoin peut-être d'investir dans la recherche et le développement pour envisager l'avenir. Et ça, par exemple, dans le plan de relance, il nous semble que c'est pas pointé. En tout cas, c'est pas envisagé. Ce qui est finalement pas terrible. Alors si je comprends bien, le nucléaire, oui, parce que moins de CO2, pas de rejet de CO2, donc c'est bon pour le climat, une énergie stable, disponible et qui permet de produire de l'électricité à bas coût. Alors peut-être, avant de continuer, Fabien Gay, sur cette question-là et sur les choix budgétaires, où d'un côté on met 30 milliards, sur l'isolation, la filière hydrogène, et seulement 400 millions sur le nucléaire. Vous partagez l'idée qu'il y a un déséquilibre ? Ah, mais il y a plus qu'un déséquilibre. C'est la première fois qu'on a un plan de relance de 100 milliards d'euros sans un seul centime pour l'investissement public. Tout est confié aux entreprises privées. Et on pense que les entreprises privées vont régler tous les problèmes qui sont devant nous, notamment la transition énergétique, la transition écologique, résorber les précarités, toutes les précarités et les inégalités, notamment la question de la précarité énergétique. Je pense que c'est se mettre un doigt dans l'œil. Aucun argent n'est mis dans les services publics. Par exemple, quand même, Jean Castex, quand il présente son projet de relance, moi d'ailleurs je n'aime pas ce mot de relance, je pense que c'est un programme de rupture qu'il nous faut. Parce que qui dit relance dit que nous allons, dès aujourd'hui, consommer et produire comme nous le faisions avant la crise. Mais si nous voulons, je dirais, préparer l'avenir, avec, je le disais, la transition écologique, réduire les inégalités, c'est profondément une rupture avec le système capitaliste tel qu'il était avant. Donc le projet de Jean Castex, c'est de relancer l'économie de marché et de confier 100 milliards au privé. Et quand même, 0 € dans l'investissement public et dans les services publics. Il nous dit, la priorité, c'est l'emploi. Mais un des premiers employeurs en France, c'est l'État. Ce sont les fonctionnaires. Combien de fonctionnaires en plus dans tous nos services publics ? Combien de fonctionnaires en plus, combien de salariés en plus chez EDF ? Combien de salariés en plus dans nos hôpitaux alors qu'ils ont failli craquer ? 0. C'est ça la réalité. Et donc sur les 30 milliards d'euros mis ensuite sur la transition énergétique, on parle par exemple de la rénovation thermique des logements. Il le faut. Nous l'avons dit, il y a eu une grande loi sur le logement, dit la loi Elan, en 2018. Et nous disions, il faut rénover les bâtiments, et notamment les bâtiments publics, mais aussi beaucoup les logements insalubres qui touchent en priorité les familles les plus précaires. Il faut les rénover urgemment sur un plan de 10 ans. Ça en demande 50 milliards d'euros. Parce que si nous en restons au même rythme qu'aujourd'hui, nous rénovons les bâtiments, F et G, ceux qui sont dits F et G, c'est-à-dire les plus énergivores, au même rythme que si nous continuons, il faudra 140 ans pour réduire la fracture de ces bâtiments. Ce n'est pas sérieux. Par exemple, deuxième sujet, après je laisserai la parole à Sébastien, sur l'hydrogène. Moi, je crois beaucoup à cette filière hydrogène. Par exemple, prenons la question du train.
qui est une vraie question. Là aussi, le développement des transports publics et du train, qui est, je dirais, un des modes de transport le moins polluant. Nous avons la technologie aujourd'hui de faire des trains à l'hydrogène. Par exemple, l'hydrogène, Alstom, dans l'usine à Tarbes, développe déjà cette stratégie. Et c'est l'usine à Reichshofen qui construit les trains régionaux. Il ne suffirait que d'adapter la chaîne de montage à Reichshofen sur la question de l'hydrogène. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est en train de vendre Alstom à la découpe et on est en train, avec un rapprochement avec Bombardier, probablement de céder la seule entreprise en France capable demain de construire les trains régionaux à l'hydrogène. On est en train de les vendre à la découpe, soit à Skoda, soit à CAF. On marche sur la tête. Donc 1 milliard d'euros sur l'hydrogène, c'est beaucoup plus qu'il faut. Les Chinois et les Américains mettent 20 à 50 milliards d'euros sur la question de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est une vraie question d'avenir, notamment, mais pas que les trains, sur la voiture individuelle, parce qu'il en faudra encore, mais ce n'est pas assez. Et je le redis, la vraie question, c'est combien d'argent a été mis dans les services publics? Zéro. Et on a une vraie question, c'est que le gouvernement, alors qu'il nous fait un plan de relance, est en train de découper nos services publics, et notamment EDF, avec le projet dit Hercule, pour celles et ceux qui le savent, c'est-à-dire de désintégrer l'entreprise en faisant une entité publique, 100% publique sur le nucléaire, et en faisant une entreprise, une filiale privée qui sera en tout cas livrée au marché, ouvert au marché, sur la question notamment des énergies renouvelables. Vous venez d'évoquer l'hydrogène. Sébastien Ménéplier, on a beaucoup parlé du nucléaire, mais l'hydrogène, pour vous, c'est une énergie d'avenir. Quelle place ça pourrait avoir dans le paysage? Est-ce qu'il y a d'autres énergies aussi qui sont mobilisables pour cette transition écologique? On est attaché à un mix énergétique. J'ai tendance à dire que dans ce mix énergétique, peu importe demain la production d'électricité, comment elle peut s'organiser, ce qui est important d'abord, c'est qu'on doit avoir une maîtrise publique. Donc, par exemple, l'investissement sur l'hydrogène, qui est très certainement peu vis-à-vis des évolutions que ça doit prendre, ça nécessite que l'État, au-delà de dire on va investir tant de milliards d'euros sur l'hydrogène, c'est comment il assure une maîtrise publique demain de la recherche et du développement de l'hydrogène, parce que si je le compare aux énergies renouvelables, finalement, il n'y a aucune maîtrise publique aujourd'hui. On a financé les entreprises privées pour développer les énergies renouvelables. Donc, de cet exemple-là, je me dis, attention, ne reproduisons pas ce qu'on a fait par le passé. Il faut absolument, si l'État doit investir, assurer une maîtrise publique et donc finalement... Juste une petite question, quand vous dites on a financé, précisément, comment je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne savent pas comment c'est financé. Malheureusement, les factures d'électricité et du gaz des usagers, il y a 30% de taxes sur les factures, un peu plus de 30% de taxes qui malheureusement sont imposées aux usagers. Et il y a une taxe qui, demain, permet de financer, mais qui permet de financer la création de projets d'énergie renouvelable et développement d'énergie renouvelable, mais dans le privé, pas dans le public. Et d'ailleurs, une entreprise comme EDF ne reçoit aucune aide de l'État pour investir dans les énergies renouvelables. Et elle a l'obligation de racheter l'électricité fabriquée par ces producteurs privés d'énergie renouvelable. C'est une obligation, en effet, les lois sont très bien faites. C'est-à-dire qu'en plus d'imposer l'organisation à la concurrence, on impose à l'entreprise du service public de racheter la production d'énergie renouvelable qui est faite par les acteurs privés. Donc c'est un système aujourd'hui qui, franchement... Ce qu'on comprenne bien, c'est que EDF est obligé d'acheter cette énergie, même quand elle n'en a pas besoin. C'est-à-dire même quand la consommation ne le nécessite pas. Tout à fait. Donc c'est ubuesque comme fonctionnement, mais c'est la loi qui l'exige. Donc on pourrait se poser la question d'ailleurs si la loi elle a du sens, et au-delà d'avoir du sens, si finalement elle accompagne la réponse à l'intérêt général. Parce qu'au bout du bout, la déréglementation du secteur énergétique qui devait notamment faire baisser la précarité et faire baisser les tarifs d'électricité et du gaz aux usagers, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Plus de 30% d'augmentation de l'électricité, plus de 80% d'augmentation du gaz, les factures, je parle, bien entendu, et puis 13 millions de précaires énergie en France.
on est quand même en 2020, c'est quand même très interrogatif aujourd'hui la manière dont le gouvernement et l'État envisagent sa politique énergétique. Oui. Et de ce fait, pour lutter contre le réchauffement climatique, on attend de l'État des investissements qui soient sérieux, mais qui soient, stratégiques. Et honnêtement, pour revenir à votre question initiale sur le plan de relance, on considère qu'il n'y a aucune stratégie, hormis financer demain des entreprises privées, de nouveau, et pas forcément s'assurer que l'entreprise du service public, et je prends l'exemple d'EDF, puisse, elle, être offensive sur tous les enjeux. Donc, pour revenir à la question sur l'hydrogène, on n'est pas fermé, bien au contraire. Je pense que tout doit être étudié à condition qu'on y mette les moyens dans la recherche et le développement. Voilà, donc le mix énergétique pour nous se construit sur la base finalement des moyens qu'on donnera notamment aux entreprises de pouvoir demain avoir la maîtrise publique de la production énergétique. Alors, on voit que les acteurs comme EDF ont des problèmes de financement. EDF a annoncé 700 millions d'euros de pertes, je crois, dans le dernier bilan, prépare un nouveau plan d'économie baptisé Mimosa, qui doit être rendu public prochainement. D'une part, qu'est-ce que vous pensez de ce plan d'économie, mais vous, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine des difficultés financières d'EDF? Parce qu'on a parlé du coût de l'EPR, c'est au nom de ça qu'on justifie d'ailleurs le projet de séparation des activités nucléaires du reste des activités d'EDF. Le plan d'économie, je dirais, c'est un nouveau plan encore pour faire payer les salariés, parce que malheureusement, ceux qui vont payer les conséquences, c'est quand même eux les premiers, parce qu'il va y avoir des suppressions d'emplois. Alors ce sont des départs très certainement à la retraite anticipée, qui ne seront pas forcément remplacés dans les effectifs. C'est aussi des cessions d'actifs, donc on peut se poser la question finalement, dans les cessions d'actifs aujourd'hui du groupe EDF, ce qui pourrait être envisagé. Est-ce que par exemple sa filiale 100% publique qui s'appelle Enedis, filiale de la distribution d'électricité, ça va être comme la filiale de réseau de transport d'électricité RTE, on va ouvrir le capital pour faire entrer des capitaux privés par exemple, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des cessions d'actifs plutôt à l'étranger ? Après, il va y avoir en effet très certainement des coupes sombres sur les évolutions salariales. On a l'habitude, malheureusement, j'aurais tendance à dire, mais c'est quand même assez désagréable de vivre ces plans d'économie quand à chaque fois ce sont les salariés qui en payent les pots cassés. Et puis il y aura très certainement, de toute façon, comme l'a dit Fabien, au travers le projet Hercule qui a été mis un peu en attente, la transformation donc, du groupe EDF, la privatisation, la casse de l'entreprise intégrée, au moment où finalement on aurait besoin de la renforcer, de la rendre encore plus, je dirais, solide, quand l'État envisage une programmation pluriannuelle de l'énergie, soi-disant ambitieuse. Et d'ailleurs, nous, on considère que l'avenir du service public de l'énergie passe par des établissements à caractère public, donc des EPIC, intégrés, un EPIC électricité et un EPIC gazier. Ça pourrait peut-être faire penser à ce qu'on avait à une certaine époque avec EDF et GDF, donc Électricité de France et Gaz de France. Mais si on veut assurer un service public nationalisé demain, il faut en effet renforcer les entreprises, leur donner beaucoup plus de solidité pour la réponse aux besoins. Oui. Donc ça veut dire aussi, je finirai là-dessus, qu'il faut un gouvernement qui puisse ne pas s'attacher à toujours vouloir répondre aux directives européennes, puisqu'il doit faire le choix, est-ce qu'il veut préserver sa souveraineté énergétique ou est-ce qu'il veut faire le choix de demain la perdre et d'être dépendant, encore une fois je le redis, des pays voisins. D'accord. Nous la réponse on l'a. Vous êtes d'accord, EDF, un acteur majeur de la transition, doit être un acteur majeur de la transition écologique ? Moi, si vous me posez la question, je dirais un acteur majeur et le seul. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que l'énergie doit être reconnue comme un bien commun. C'est-à-dire, si on le reconnaît comme un bien commun, alors il faut qu'il y ait un droit à l'énergie. Il est quand même
ubuesque, invraisemblable, que dans la France de 2020, aujourd'hui, qui est la 6e, 7e puissance, puisque je crois que nous avons rétrogradé d'une place, 7e puissance mondiale, il y ait 12 millions de personnes, Sébastien disait 13, on ne va pas s'écharper sur les chiffres, entre 12 et 13 millions de nos concitoyens, qui sont en situation de précarité énergétique dans notre pays. C'est invraisemblable. Et qu'est-ce que ça veut dire en situation de précarité énergétique? Ça veut dire que vous coupez le chauffage un jour sur deux, parce que l'hiver, vous ne pouvez pas payer votre facture. Ça veut dire que vous êtes en difficulté pour pouvoir faire la cuisine et vous alimenter. C'est que parfois, l'hiver, vous prenez une douche froide, parce que vous n'avez pas de quoi payer le chauffage pour chauffer l'eau. C'est ça la réalité. Et concrètement, alors, voilà. Et donc, si on reconnaît un droit à l'énergie, et que c'est un bien commun, comme l'eau, comme l'accès à la santé, à la culture, comme l'accès à l'école, à l'éducation, alors il faut un grand service public de l'énergie pour pouvoir y répondre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le privé qui répondra à ce défi humain de résorber les inégalités. Une entreprise privée, elle a quoi comme finalité? Ne pas répondre à un besoin humain. Elle recherche le profit. Et le profit avant tout. C'est ça la réalité. Direct Énergie, Total Énergie, peu importe, c'est pas leur mission première aujourd'hui de résorber la précarité énergétique. Donc moi je pense à une entreprise, un pôle public. Après, il y a une proposition faite par la CGT de 2 EPIC maintenant, un EPIC électricité, un EPIC gaz. J'entends cette proposition et il faut qu'on puisse regarder, qu'on puisse la travailler, y compris politiquement. Mais ça voudrait dire revenir à l'inverse de tout ce qui est fait depuis 20 ans dans le secteur de l'énergie. Concrètement, comment on revient à l'inverse? Vous avez été l'auteur d'une proposition de loi de lutte contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, il existe un tarif réglementé de l'électricité, dont les dernières augmentations ont été contestées, notamment par la CGT, en disant elles sont quelque part, ces augmentations, faites pour rattraper les prix du marché, si je me souviens bien, pour permettre aux concurrents d'EDF d'exister. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a un tarif qui se veut réglementé, qui est censé garantir cet accès à l'électricité, qui ne le joue plus. Non mais Alors concrètement, vous avez raison, mais ouais. Je finis juste mon raisonnement. Et donc, si on veut résorber la précarité énergétique et répondre à la transition énergétique, un mix énergétique, développer, je dirais, les ENR, les énergies renouvelables, et un nucléaire sécurisé, sûreté, c'est-à-dire qu'on arrive à un mix énergétique, seul un pôle public peut le faire. Maintenant, vous avez raison. La question du tarif, qui n'est pas la même chose que le prix ou le coût, est une question. C'est que si nous voulons un droit à l'énergie pour toutes et tous, la question du tarif et de son accès doit être garantie. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 20 ans, on déréglemente le marché de l'énergie, mais comme d'autres marchés, avant les télécoms et bien d'autres. Malheureusement, on pourrait parler aussi du transport ferroviaire, avec ce qu'on disait les paquets européens, vous savez. On nous a vendu quoi? Tous les gouvernements libéraux qui se sont succédés. Ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura démantelé les monopoles, et que vous aurez des acteurs privés qui seront sur le marché, les tarifs baisseront parce qu'ils se tireront la bourre et de fait, ça baissera le tarif. Mais depuis 20 ans, Sébastien le disait tout à l'heure, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Les tarifs ont explosé, plus 70% pour le gaz, plus 30% pour l'électricité. Et pour les tarifs réglementés, qui aujourd'hui, c'est 22 millions de personnes qui sont au tarif réglementé, c'est-à-dire un tarif où on pouvait y avoir accès, un prix garanti. Qu'est-ce qui s'est passé? En une seule année, on a vécu 4 augmentations du tarif réglementé. On en est aujourd'hui, en une seule année, à 11,2% d'augmentation. Et je rappelle que l'Observatoire national de la précarité énergétique disait que si on augmentait le prix de 10% en 5 ans, c'était 400 000 personnes supplémentaires qui basculaient en situation de précarité énergétique. En une seule année, on est passé à 11,2% d'augmentation. Et pourquoi? Non pas parce que le coût de l'énergie a augmenté. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, vous avez vu, le coût a chuté. Le coût a chuté. Il y a eu un coût... mais le prix a quand même augmenté. Eh bien, seulement pour une seule raison. Enfin, il y en a des multiples, mais la principale,
c'est que aujourd'hui, vous avez donc un acteur historique, je vais essayer d'être le plus simple possible, qui est EDF, avec un tarif réglementé assez bas pour que la majorité d'entre nous puissent avoir accès à l'électricité. Et donc les acteurs alternatifs, ils rachètent, par un mécanisme assez complexe, mais rachètent de l'électricité à EDF pour ensuite concurrencer EDF. Mais qu'est-ce qu'ils disent, eux? Si on s'aligne sur les tarifs réglementés, on ne fait pas assez de marge. Donc on demande au comité de régulation, qui s'appelle l'ACRE, Comité de régulation de l'énergie, d'augmenter les tarifs réglementés pour qu'eux-mêmes puissent concurrencer EDF au même niveau. Voilà la réalité. C'est qu'en vérité, les 11,2% d'augmentation en une seule année, c'est le coût de l'Europe libérale que vous payez, et non pas le prix de l'énergie. C'est qu'en fait, c'est un hold-up et un racket, c'est de l'argent qui passe directement des poches des ménages dans les concurrents alternatifs d'EDF, et en réalité pour un service qui est aujourd'hui plus dégradé, des salariés évidemment pressurisés, et en réalité vous avez payé, vous avez toujours l'électricité, mais un tarif plus cher qui concurrence l'entreprise historique. Donc si on ne revient pas sur tout ce mécanisme, et je finis là, ben évidemment on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas si vous restez sur un marché complètement déréglementé comme ça, si on pense que les acteurs privés qui n'ont qu'un seul objectif, c'est-à-dire faire du profit, on pense qu'ils vont résoudre la crise énergétique, on se met un doigt dans l'œil. Donc c'est vrai que le combat que nous avons est extrêmement politique, ici en France, mais au sein, évidemment, de l'Union européenne. Mais ça, il faut avoir le courage politique de s'y affronter, et ce n'est pas le choix fait par le gouvernement Macron aujourd'hui. Alors, l'un des axes de votre programme progressiste de l'énergie, c'est un tarif, si je ne me trompe pas, un tarif unique et basé sur les besoins. Oui, en fait, notre programme progressiste de l'énergie, on l'a construit depuis 2018, au travers de la bataille qu'on a menée pour la défense au départ du service public et du gaz, en 2018, avec nos camarades cheminots qui, eux, défendaient le ferroviaire, le service public ferroviaire. On s'est dit que, de toute façon, on avait besoin de pousser les enjeux autour de comment on organise le service public de l'énergie demain et comment on peut rendre finalement crédible, mais surtout audible, tous les enjeux autour de la maîtrise publique et du développement du service public en tant que tel. Et finalement, si on est très terre à terre aujourd'hui, je pense qu'il faut l'être d'ailleurs, on a besoin de se dire que l'électricité, l'énergie, je vais dire, l'énergie, c'est un besoin vital. Donc, de par la Constitution, on a besoin de se dire qu'on doit faire reconnaître l'énergie comme un besoin de première nécessité, et donc il faut le faire inscrire dans la Constitution. Mais au-delà de ça, il faut aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte du dogme de la concurrence, imposée aujourd'hui par les directives européennes. Ça veut dire qu'en France, on doit avoir un gouvernement offensif dans sa politique énergétique qui, au travers un bilan de la déréglementation européenne, concrétise à organiser un service public de l'énergie, mais dont on éradique la concurrence libre et non faussée, et donc on stoppe la libéralisation du marché de l'énergie. Ça veut dire, en effet, que politiquement, ces enjeux, en termes d'orientation, c'est maintenant qu'il faut les prendre. C'est pas demain, c'est maintenant. Et donc, plan de relance ou pas de plan de relance, quand on décide d'une programmation pluriannuelle de l'énergie et qu'on ne se donne pas ces ambitions-là, au contraire qu'on veut développer encore plus la concurrence, ça veut dire qu'on déstabilise et on met à mal son entreprise de service public, qu'est EDF aujourd'hui pour l'électricité et qu'est Engie pour le gaz. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on considère au travers de notre programme que ce sont les incontournables et ces prérogatives-là qu'il faut prendre. Donc, urgence à sortir du dogme de la concurrence, ça nous permettra demain de repartir sur des bases saines, où finalement, on place l'usager au cœur du process, on travaille la réponse aux besoins pour l'intérêt général, et donc ça veut dire qu'on crée aussi, au travers de ces ambitions, la nécessité de travailler sur la tarification.
Et on la rend beaucoup plus solidaire, j'allais dire attractive, mais c'est peut-être pas le bon mot, beaucoup plus solidaire, donc au tarif, un tarif réglementé, mais qui est contrôlé, et qui répond en fait à des besoins d'investissement sur de nouvelles infrastructures, sur le développement du service public, sur la réponse aux besoins, et puis sur la péréquation tarifaire. C'est-à-dire que quel que soit le lieu où on habite, dans les pays d'outre-mer, à la montagne, à la campagne ou dans les métropoles, eh bien on a un tarif qui est le même pour tout le monde. Et donc, c'est pas un programme ambitieux que nous avons. Il est réaliste et on considère qu'en plus, la France a les moyens. Si l'État le lui donne, la France a les moyens de pouvoir réorganiser tout le process. Ça veut dire un contrôle du prix de l'électricité par qui? Par la puissance publique? Écoutez, par les parlementaires? Le meilleur contrôle que l'on peut avoir, c'est si on associe les usagers, les citoyens, les élus politiques, les salariés, donc par leurs représentants élus dans les entreprises, les administrateurs salariés. Enfin, on peut aujourd'hui mettre tous ces acteurs dans le contrôle et puis dans le choix des orientations, des décisions qu'il faut prendre. C'est quand même rendre beaucoup plus démocratique l'organisation du service public qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que finalement, on voit bien que si on ne démocratise pas plus tout ce programme autour de la politique énergétique, les choses vont se passer encore à coup de directives européennes où on va avoir un gouvernement qui va répondre très solennellement sur réorganiser à chaque fois on va dire, je parle de l'énergie, mais sa politique énergétique, voilà, au gré des directives. Et ça, ce n'est plus possible. Ça remet en cause, de manière très politique, aujourd'hui, les choix qui ont pu être faits à une époque. Mais il faut les prendre, parce que sinon, on ne sortira jamais de la concurrence, on ne sortira jamais de la déréglementation et de la libéralisation des marchés, et ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, on ne va pas travailler à éradiquer la précarité énergétique, et puis on va avoir encore chaque année des augmentations de tarifs, et on va taxer l'usager sur sa facture. Nous, ce qu'on dit, par exemple, c'est qu'il est temps de passer à une TVA à 5,5%, dans un premier temps. Donc on passe de 26 à 5,5%. Ça ferait gagner entre 100 et 150 euros par foyer tous les ans, quand même, si on passait à une baisse de la TVA. Mais dans un second temps, et si on réorganise le service public de l'énergie et qu'on retravaille la tarification, ben il ne faut plus taxer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de taxer la facture des usagers. Par contre, dans la facture, il faut avoir un calcul qui permette de prendre en compte les besoins et la nécessité de développer le service public de l'énergie et de renforcer les investissements pour les infrastructures. Ça, c'est nécessaire. Alors, mais comment on finance? Parce que je vais me faire l'avocat du diable, on va nous dire l'argent public, ça coûte cher, l'endettement. Donc si d'un côté, on allège la facture de l'électricité pour la rendre accessible à tout le monde, comment on finance ce service public de l'énergie? On le finance par les factures d'énergie qui seront en effet de la part des usagers et donc des citoyens, et on le finance aussi avec l'argent public. Si on considère que l'énergie c'est un produit de première nécessité, il serait malvenu que l'argent public n'aide pas les concitoyens justement à pouvoir profiter et bénéficier d'un produit de première nécessité. Il faut quand même se dire aujourd'hui que sans énergie, on ne peut pas vivre. Les hôpitaux ne fonctionneraient pas, on aurait beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire vivre les industries, donc il n'y aurait plus de création d'emplois. Enfin, on serait quand même, on retomberait à une époque où on a investi pour reconstruire la France après la guerre, et donc du coup, si ces choix-là qui sont faits et qu'on veut revenir à cette époque-là, ça va être quand même très très compliqué. Donc il y a besoin d'investir l'argent public, c'est nécessaire. C'est un choix de développement du service public de l'énergie. Mais il faut sortir du dogme de la concurrence, et donc il faut sortir de
de ces voraces qui sont aujourd'hui acteurs dans l'énergie que pour l'intérêt de leurs actionnaires et leur objectif de les enrichir. Il faut qu'on sorte de ce modèle-là. Alors, sortir du dogme de la concurrence, ça veut dire remettre en cause les traités européens, mettre aussi la dépense publique au service de cet accès à l'énergie. J'imagine que vous partagez, mais concrètement, comment on fait ? Quel dispositif on prend, puisque la France est quand même engagée dans les traités européens qui prévoient cette libéralisation. Il y a aussi le fameux pacte de stabilité sur le contrôle de la dépense publique avec la fameuse règle des 3%. On va vous opposer que c'est pas possible. Il faut être un révolutionnaire, monsieur Lab. Parce que si on en reste là où nous en sommes, ce que dit Sébastien très justement, mais dans tous les domaines, c'est que nous allons continuer à serrer la ceinture de tous les services publics partout en Europe. On va continuer à opposer les peuples entre eux. On va continuer à ce que les salariés se tirent la bourre entre eux, tout ça au moins-disant social et environnemental. Donc si c'est ça la perspective que vous avez et que nous proposent tous les gouvernements libéraux au sein de l'Union européenne, je pense que ce modèle est en train de craquer. D'ailleurs, on l'a bien vu, lors de la crise du Covid, tous les beaux discours libéraux ont sauté, puisque la règle des 3%, si je ne m'abuse, vient de sauter, puisque plus personne ne respectera la règle des 3% dans les prochaines années, puisque c'est impossible. On vient d'aligner des milliards et des milliards d'euros pour relancer la machine économique, non pas en investissement public, ce qu'il aurait fallu, mais bien en donnant beaucoup d'argent au modèle privé. C'est 465 milliards qui ont été donnés en l'espace de quelques semaines au privé en termes de prêts garantis par l'État, de fonds de solidarité ou en activant le chômage partiel. Alors que quelques semaines avant, nous avions un grand débat sur les questions de retraite qui avait un déséquilibre, je le rappelle, du système de retraite entre 7 et 12 milliards jusqu'en 2025 avant qu'il ne revienne à l'équilibre. Et on a nous expliqué que c'était impossible de trouver 7 à 12 milliards. On en a débloqué 465 pendant la crise du Covid, et on vient bien de retrouver 100 milliards d'euros, dont 20 milliards rien qu'en allègement de cotisations et de suppression d'impôts de production. D'ailleurs, Bruno Le Maire a dit que les impôts de production étaient des impôts stupides. Donc voilà, donc tous leurs dogmes sont en train de voler en éclats. Donc oui, c'est une bataille politique, mais il faut en avoir la conviction. Sinon, je dirais, une fois encore, les peuples vont trinquer. Et ne le supportent déjà plus, et ne le supportaient pas déjà avant la crise, et ne le supporteront pas aujourd'hui. Parce que les 100 milliards d'euros que nous venons de mettre sur la table du plan de relance, nous venons d'en parler, à un moment donné, il va falloir que les gouvernements, et notamment le gouvernement français, disent qui c'est qui va payer. Soit, il y a deux choix, soit nous avons proposé que nous inventions de nouvelles impôts, notamment sur les 1%, que nous revenions à un ISF, mais pas l'ISF d'avant, celui qui ramenait entre 3 et 5 milliards d'euros, puisqu'il faut en trouver beaucoup d'argent, mais que nous inventions une nouvelle taxe sur le capital. Ou alors, ça seront les salariés, au prix de leur labeur, qui vont en payer le prix. Et ça, pour les décennies à venir. Et je rappelle qu'en 2008, déjà, nous avons vécu la crise économique, ce qu'on nous disait la crise des subprimes, et ce sont les peuples, partout en Europe, qui ont payé la facture, notamment les Grecs, et tant d'autres. Donc oui, c'est un combat politique, il faut en avoir la conviction, oui, il faut revenir sur tous les traités européens qui sont en train de nous étrangler, oui, il faut revenir sur cette question de la déréglementation d'un certain nombre de secteurs stratégiques, parce que l'énergie, c'est stratégique. Je finis par là. Par exemple, on parle beaucoup de compétitivité de nos entreprises, parce qu'on a un gouvernement qui affiche en tout cas la volonté de relocaliser un certain nombre d'industries. Nous y sommes favorables. Nous pensons que dans un certain nombre de secteurs, il nous faut une souveraineté industrielle française ou au niveau européen. Par exemple, nous avons découvert toutes et tous que nous étions infichus de produire un certain nombre de matériel médical pendant la crise, que ce soit des masques ou des blouses ou un certain nombre de médicaments. Donc, il y a une volonté, par exemple, que dans le domaine du médicament, nous relocalisions un certain nombre de principes actifs. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres.
c'est quoi la compétitivité? Une des questions de compétitivité de nos entreprises, c'est le prix de l'énergie. Parce que quand vous avez une industrie, l'énergie, c'est un poste important. Nous avons une chance en France. Nous avons le prix de l'énergie le plus bas d'Europe. Ça, c'est une question de compétitivité. Et pourquoi nous l'avons? Parce que nous avons une entreprise, EDF, certes, beaucoup attaquée, nous venons d'en faire quasiment le procès de la déréglementation et de la mise en concurrence, mais c'est une question, ça. Donc si nous voulons garder cet atout compétitif et ce prix de l'électricité bas, oui, il faut revenir sur la déréglementation. Parce que dans 10 ou 15 ans, si nous continuons à laisser filer tout cela, alors peut-être nous ne serons plus compétitifs. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on a parlé des tarifs réglementés pour les ménages, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'était le 1er janvier, hein, mais Sébastien, je vais dire de mémoire, donc si je dis une bêtise sur la date, mais jusqu'au 1er janvier 2020, il y avait encore un tarif réglementé pour les entreprises. Il vient de sauter, ou il va sauter dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est une question. Dans les prochaines semaines, nos entreprises vont payer plus cher le tarif de l'électricité. Et donc, ça va avoir une répercussion sur la production. Donc ça, c'est une véritable question. Mais oui, vous avez raison, tout est question de volonté politique. Mais on a un gouvernement, moi je me rappelle, et je finis par là, j'ai déjà interpellé maintes fois le gouvernement sur les tarifs réglementés, sur la question de l'énergie, sur la question de désintégrer, de la désintégration de l'entreprise EDF, beaucoup alerté sur cette question. Et je me rappelle, c'était l'éphémère ministre de la Transition énergétique, comment il s'appelait, François de Rugy. Je l'avais interpellé au Parlement, et il m'avait répondu, oui, il y a deux visions de la société qui s'affrontent. Au moins, il a été cash. Il dit, il y a la mienne, celle qui croit que la concurrence va tout régler, et vous, vous êtes un étatiste, vous voulez revenir au soviétisme, et ça a échoué. Bon, je ne partage pas ça, c'est que moi je pense qu'il faut une entreprise intégrée, une entreprise qui a un monopole, mais lui, il croit au dogme de la concurrence, et quand c'est lui, c'est l'ensemble du gouvernement qui le pense, et celle qui l'a remplacée, Madame Pompili, je pense qu'elle est dans la même droite ligne. Donc oui, il y a un combat politique et idéologique en France et au sein de l'Union européenne, mais il n'y a que ceux qui n'y croient pas qui ne mènent pas les combats. Merci. Dans l'agenda de la CGT, il y a des mobilisations de prévues sur ces questions? Oui, d'abord, on a profité de l'été pour, avec nos syndicats, partout dans les territoires, on puisse faire connaître le programme progressiste de l'énergie. Alors c'est ce petit livret, ce petit fascicule qu'on a pu, comment dire... Peut-être le montrer à la caméra, peut-être, je ne sais pas. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est ce petit fascicule que l'on a tiré en 300 000 exemplaires et qu'on essaye de déployer dans les territoires de manière à le faire connaître au plus grand nombre. Alors en interne, parce que c'est important quand même de faire connaître les orientations syndicales de la Fédération Mines Énergie CGT, et puis à l'externe, parce qu'on va avoir besoin d'expliquer aux usagers aujourd'hui de l'électricité et du gaz nos orientations politiques en matière justement de politique énergétique. Ça, c'est une première étape, mais en parallèle, parce qu'on considère que c'est une solution, le combat seul, syndical et de lutte de classe avec les salariés, il ne suffira pas. On a besoin des élus politiques, de la proximité, comme députés et sénateurs, hein, Fabien le sait très bien, pour nous aider maintenant à pouvoir obtenir les débats sur ces enjeux. Mais au-delà d'obtenir les débats, c'est qu'à un moment donné, les débats ils puissent aboutir sur des orientations de loi qui permettent une prise en compte de ce programme progressiste de l'énergie. Donc on a écrit aux maires de France, aux députés, aux sénateurs. On va forcément donc interpeller les pouvoirs publics et essayer, y compris, pourquoi pas, d'organiser des débats dans les territoires pour essayer de concrétiser maintenant la connaissance et une meilleure, on va dire, adéquation entre les usagers et puis nous sur les enjeux énergétiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les usagers que vous avez rencontrés? Les usagers qu'on a rencontrés sur ces enjeux, pour eux, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à la concurrence. Ils sont démarchés tous les jours par téléphone ou au porte-à-porte par les concurrents d'EDF ou d'Engie, et voire même EDF et Engie se concurrencent entre eux.
entre celui qui veut vendre du gaz et l'autre de l'électricité, ils sont tous perdus aujourd'hui. Et puis forcément, il y a une recherche au travers des tarifs à réduire sa facture au quotidien, parce que les augmentations sont passées chaque année et viennent forcément plomber les revenus des ménages. Donc on a besoin de remettre ces enjeux au cœur du débat avec les usagers pour leur faire comprendre finalement pourquoi le gouvernement français, en appliquant une directive européenne, il a cassé EDF-GDF pour organiser et libéraliser le marché sur ses terres et les conséquences que ça en a pour le commun des mortels. Voilà. Donc ça, on a besoin de le faire comprendre. Et c'est pas facile, parce que du coup, dans tout ce que je viens de citer, la concurrence organisée, la recherche au moindre coût et donc la baisse des tarifs, tout le monde est perdu. Donc, demain, on va aussi donc avoir amener le combat syndical avec les salariés pour aller chercher auprès de nos employeurs quand même à améliorer le quotidien des travailleurs dans le service public. Et puis éviter toutes les transformations ou les privatisations à venir qui sont prévues quand même. Je veux dire EDF et Engie, où les choses ne s'améliorent pas. Et peut-être d'ailleurs une petite seconde sur la question des barrages, parce que c'est une question qui a beaucoup animé notamment les collectivités locales, qui ont pris des fois position avec, souvent en accord avec la CGT pour combattre ces projets. Où on en est? On en est que c'est toujours au même point, c'est-à-dire l'Europe qui impose l'organisation de la concurrence en France, et donc qui impose au gouvernement d'imposer aujourd'hui à EDF de pouvoir se séparer de concessions, de barrages hydrauliques, parce que la concurrence n'est pas organisée, ou pas assez organisée, alors qu'on a aujourd'hui 3 entreprises qui rayonnent dans la gestion des concessions des barrages hydrauliques, puisqu'il y a la Compagnie nationale du Rhône, il y a la CHEM et il y a EDF. Bon, mais ça ne suffit pas, donc il faut aller plus loin, toujours dans cette stratégie néolibérale de la concurrence va améliorer le quotidien, et donc il faut l'organiser. Et selon vous, cette cession des barrages, elle conforterait la hausse des prix, bien sûr, fragiliser EDF. Exactement, et puis je pense que c'est aussi se séparer de la maîtrise publique aujourd'hui de la gestion des barrages, donc pour la remettre dans des sociétés privées. Puis c'est permettre de toute façon aujourd'hui à ceux qui ont la dent longue de pouvoir investir dans des concessions pour demain forcément engraisser les actionnaires. Donc il y a une mise en demeure qui court toujours de Bruxelles vis-à-vis de l'État français. Et par contre, nous on considère aujourd'hui que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. D'ailleurs, sur la politique énergétique en général, quand c'est qu'à un moment donné, le gouvernement et le président de la République vont dire à Bruxelles, vous nous faites chier avec votre politique à la concurrence et vos directives qui, en fait, nous désorganisent plus que ça nous organise, qui créent plus d'austérité qu'autre chose, et puis qui augmentent la précarité. Donc, finalement, le gouvernement et le président de la République devraient prendre leurs responsabilités et dire stop. Nous, on ne rentre plus dans ce jeu-là. On s'en sort. Et comment, justement, pour s'en sortir, ils organisent le débat là où il doit être organisé, avec les députés et avec les sénateurs, et comment, demain, on crée les lois qu'il faut pour améliorer le système. Donc, c'est révolutionnaire, c'est ambitieux, c'est un programme progressiste qui, très certainement, prendra demain du temps pour le faire connaître et puis essayer, justement, de convaincre des élus à nous aider à le porter pour avoir le débat nécessaire, encore une fois, je me répète, mais à l'Assemblée et au Sénat. Mais en tout cas, on ne lâchera pas. Et s'il faut mener des batailles syndicales avec les salariés, la CGT les organisera autant que de besoin, parce qu'on considère demain que le service public de l'énergie passe par un programme progressiste ambitieux dont le gouvernement doit s'attacher. Le 17, le 17, ça sera une journée confédérale de la CGT. Ça sera une journée où la fédération s'inscrit dans l'appel interprofessionnel.
tous les salariés de nos chambres professionnelles sont appelés à faire grève et à participer aux manifestations partout dans les territoires. C'est une journée où on peut justement faire connaître notre programme progressiste de l'énergie dans les rassemblements, les manifestations. On peut aussi prendre des rendez-vous avec les pouvoirs publics pour justement aller discuter de ces enjeux. Mais c'est aussi défendre, nos enjeux revendicatifs, notamment au travers l'amélioration des conditions de travail, la création d'emplois. C'est aussi défendre des sites aujourd'hui qui sont amenés à fermer. Je pense notamment à mes camarades dans les centrales au charbon, qui, par l'application de textes aussi européens, ont un avenir malheureusement qui les emmène à voir leur site industriel fermé. On a des projets en territoire, travailler avec les salariés, qui prévoient demain de réindustrialiser ces sites. Et donc une continuité de l'emploi, avec peut-être des nouveaux métiers, et des nouvelles compétences. Mais on parlait de plan de relance tout à l'heure. Combien de milliards sont dédiés à ces projets en territoire pour relancer demain pour donner un avenir à ces salariés et à leur industrie? Rien. Rien. Donc ça nous pose un véritable problème quand on voit finalement que ces salariés ont travaillé avec des sociétés de conseil pour justement prévoir l'avenir et se dire, OK, on arrête les centrales au charbon demain, mais on est en capacité, par de nouvelles infrastructures et nouvelles manières de produire l'électricité demain, on prévoit un avenir pour les emplois internes et induits, c'est-à-dire la sous-traitance, donc un avenir finalement pour un bassin d'emploi. Donc parce que les projets qui sont portés sont des projets de transformation de ces outils de travail, c'est-à-dire de transition vers une autre énergie que le charbon. Oui, que certains pourraient dire l'énergie verte ou énergie propre, biomasse, on l'appelle comme on veut. Il y a le projet Ecocombus, par exemple, à Cordemais. Mais dans le plan de relance, dans les 30 milliards sur la transition énergétique, vous avez donc une grande partie pour les isolations de l'habitat. Et ça, c'est nécessaire, à condition qu'on le contrôle et qu'on mette aussi l'argent là où il est nécessaire, c'est-à-dire dans les habitations les plus insalubres, et qu'on n'oublie pas les logements sociaux. Enfin bref, ça serait important d'y passer du temps dans le débat, mais il faut contrôler cet investissement pour qu'il aille vraiment dans les endroits où c'est, je dirais, aujourd'hui prioritaire. Mais au-delà donc de l'investissement sur l'habitat, combien sont dédiés demain pour les projets en territoire? Rien. Et donc c'est un vrai problème. Ça veut dire que les 100 milliards du plan de relance, pour nous, c'est une chose. Ça, c'est, je dirais, les orientations gouvernementales. Mais on considère, nous, que pour demain renforcer notre industrie, développer les emplois, des nouveaux métiers, élever les besoins en compétences, former et développer les services publics nécessaires pour les citoyens, c'est pas 100 milliards qu'on aurait besoin, c'est beaucoup plus. Mais par contre, il n'y a aucune enveloppe qui a été posée sur la table. Et ça nous fait quand même assez peur. Voilà. Et donc pour l'avenir de mes camarades qui se battent maintenant depuis des années dans les territoires et sur ces sites industriels, on aurait aimé quand même que des milliards soient dégagés pour leur donner la possibilité demain d'envisager avec leur famille un avenir sûr. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on a quand même quelques craintes, mais on va se battre parce qu'on ne lâchera rien. Et encore une fois, les projets qui sont travaillés par les salariés avec la CGT, bien entendu, dans les territoires, on considère qu'ils sont viables, mais ils ont besoin d'être accompagnés et ils ont besoin d'avoir les budgets. Donc que fait notre ministère de tutelle et que fait le gouvernement avec son plan de relance ? Les élus locaux, comment ont-ils accueilli? Est-ce que vous avez déjà des retours autour de votre invitation à participer à ce programme progressiste? Alors, on a des élus politiques qui sont très, sont très intéressés par le programme progressiste de l'énergie. Fabien, qui suit ces questions au Sénat, on aura l'occasion de se revoir pour en discuter, parce qu'on souhaite justement qu'à travers
l'activité de Fabien au Sénat, on puisse obtenir, au-delà d'un débat, concrètement, je dirais, mesurer l'ensemble de ces enjeux et puis faire qu'on ait un gouvernement, quand il veut tracer les orientations politiques, il puisse prendre en compte aussi la réflexion syndicale qui existe, parce que finalement, on a des enjeux, nous, et des orientations qui sont le programme progressiste de l'énergie, mais si on n'a personne pour nous accompagner et engager ces réflexions aux endroits où il faut, ça va être compliqué pour nous de pouvoir comment dire, convaincre les salariés de se battre au quotidien pour l'obtenir. Donc il faut qu'on travaille ensemble, et on espère qu'au-delà du Parti communiste français et de ses élus, on a aussi d'autres partis qui seront aussi intéressés et nous ferons appel demain pour qu'on puisse travailler ensemble. En tout cas, encore une fois, on a besoin d'avancer main dans la main, et notre fédération est ouverte, bien entendu, avec toute force politique de gauche pour engager les discussions nécessaires, et nous l'espérons pouvoir demain être offensifs en la matière. Cet appel à la coopération, il peut être entendu de la part de vos collègues, je pense au-delà de votre groupe. C'est nécessaire que ça déborde notre groupe, puisque, on le disait tout à l'heure, j'ai déposé une proposition de loi de lutte contre la précarité énergétique et pour un droit à l'énergie. Et on l'a débattue à fin 2019, elle n'a pas été adoptée par la majorité sénatoriale et le gouvernement, mais nous continuons. Chaque fois, nous déposons une proposition de loi, et dans le cadre de l'énergie, nous allons continuer ce débat. Mais si nous voulons être majoritaires, il faut parler avec tout le monde. Il faut convaincre. C'est ça la force du politique et de la politique. Parce que si ça reste seulement dans notre groupe, je rappelle, nous sommes 16 sur 348 au Sénat, donc ça n'ira pas loin. Donc nous avons réussi le dernier coup à convaincre largement à gauche, mais aussi quelques-uns à droite sont venus me voir après le débat et nous ont dit, c'est vrai que sur cette question de précarité énergétique, par exemple d'abaisser la TVA, qui est aujourd'hui de 26, que disait Sébastien, à 5,5, elle commence à faire son chemin. Je ne dis pas qu'elle n'est majoritaire, mais elle fait son chemin. Par exemple, j'ai eu un débat très intéressant sur la facture d'électricité. Et quand Sébastien disait tout à l'heure, je crois que peu le savent, que plus de 30%, entre 30 et 32%, peu importe, c'est-à-dire un tiers de la facture, c'est des taxes et impôts, et que ça paye notamment des ENR, les énergies renouvelables, pour le privé. Quand vous dites ça aux gens, ils vous regardent avec des yeux, ils ne le savent pas. Et bien ça, c'est un débat que nous avons eu et que nous allons poursuivre. Ce n'est pas possible que pèse sur les citoyennes et les citoyens l'investissement pour le privé. Et que, en plus, dans la situation dans laquelle nous sommes, où on nous annonce 1 million de chômeurs en plus, où les inégalités ne cessent de croître, que nous continuons à faire peser sur les familles les plus populaires cette taxe insoutenable. Et donc ça, on avait demandé, nous, l'exonération pour les familles modestes. Alors c'est vrai que c'était un premier pas, nous pensons, mais ce débat-là, il continue à... Il y a beaucoup de gens, quelques-uns, qui sont venus me voir en disant, c'est vrai que sur la question de la TVA et ce taxe pour les familles les plus modestes, je pense qu'on devrait en discuter. Donc on va poursuivre ce débat. Et sur la question des EPIC, en tout cas d'un pôle public de l'énergie, d'arrêter la mise en concurrence pour qu'on réponde aux besoins humains et répondre aux besoins et aux défis de l'humanité, je pense que c'est un débat qui est actualité. Je finis comme ça. Le président de la République, lors de son premier discours, lors de la crise du Covid, le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même a reconnu une chose. Il a dit « il y a des biens et des services qui doivent être sortis du secteur marchand ». Il l'a dit, cette phrase. Et il ne l'a pas dit comme ça en l'air, parce qu'il sent que ce débat monte dans la société et va continuer à monter dans la société sur les questions de santé, mais on pourrait parler des questions d'éducation. Je veux dire, nous sommes tous et toutes des parents, il y a des grands-parents. La question de l'avenir de nos enfants est une question prioritaire. Et puis, moi, je le redis, les questions de l'énergie, en aide privée aujourd'hui, c'est une véritable difficulté. Donc, je pense que sur ces débats-là,
on a intérêt d'être extrêmement large et de taper extrêmement fort partout, dans tout l'arc politique. On peut même être surpris qu'à droite, cette question ne monte pas, parce que, je redis, si on vient de parler de souveraineté industrielle, la question de la souveraineté énergétique, elle est posée plus qu'en priorité. Donc ce débat-là, il faut que nous le poursuivons. Et puis je finis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Sébastien. Je crois à la démocratisation de nos services publics. Et que dans la gestion, il y ait évidemment les salariés, les élus politiques, locaux, nationaux, mais aussi les usagers. Nous avons besoin de plus impliquer les usagers dans la gestion démocratique de nos services publics. Ça, c'est une question politique du XXIe siècle, une idée neuve. Sous quelle que forme? nous pourrons, je dirais, les services publics. Ça nous appartient à toutes et tous. C'est vous, c'est moi, c'est Sébastien, c'est celles et ceux qui nous regardent, qui les financent. Que nous ayons notre mot à dire en tant que citoyens sur leur devenir. Par exemple, si nous posons la question, est-ce que vous êtes satisfait de la libéralisation du secteur de l'énergie? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à désintégrer l'entreprise EDF? Je pense que vous pourriez être surpris de la réponse et que beaucoup sont attachés évidemment à leur entreprise, à EDF, comme ils sont attachés à la poste du coin. Il y a beaucoup de batailles sur garder sa poste, son commissariat et tant de choses. Donc il y a des choses à inventer, y compris pour impliquer des usagers dans la gestion démocratique, au niveau local jusqu'au national. C'est quand même insupportable qu'on ne demande jamais l'avis aux citoyens et aux citoyennes sur l'avenir de leur service public. Comme c'est inimaginable quand même qu'on ne demande jamais, lorsque l'on privatise une grande entreprise privée, leur avis aux citoyens. Il y a eu 1500 privatisations depuis 30 ans dans ce pays, on n'a jamais demandé leur avis. Sauf une fois, enfin à moitié, c'est ADP, Aéroport de Paris. L'an dernier, vous avez vu, on a essayé le gouvernement a essayé de privatiser Aéroport de Paris. On a lancé la grande bataille sur le référendum d'initiative populaire. On a réuni quand même 1 million de personnes pour soutenir cette initiative. Mais voilà, il y a des choses à inventer comme ça. Donc oui, je suis pour qu'on pousse cette question de la démocratisation et de la gestion des services publics. Peut-être encore quelques mots sur cette question de la démocratisation des services publics et après, malheureusement, nous devrons conclure. Finalement, on parle beaucoup de transition énergétique. Et du coup, j'entends même, et je lis, c'est un enjeu de société. Donc si c'est un enjeu de société, finalement, la transition énergétique, la société, elle a besoin d'être investie dans les choix et les décisions qu'il faut prendre demain pour nos concitoyens. Par exemple, on parle de droit à l'énergie. L'énergie est un besoin vital. Le droit à l'énergie, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais on pourrait, par exemple, associer dans cette démocratisation tous les acteurs et leur poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les coupures énergie ? Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que demain, on considère que couper l'énergie à une famille, ça a du sens au XXIe siècle ? Nous pensons que non. Justement, on a besoin de travailler les solidarités, on a besoin de travailler les inégalités, et donc on a besoin de retravailler la tarification. Donner l'accès à l'énergie demain à tout le monde, c'est permettre, même aux plus précaires, de pouvoir se chauffer l'hiver, de pouvoir avoir la lumière dans leur maison, et puis surtout donc, de pouvoir vivre dignement, donc d'avoir accès à l'énergie. Et donc le droit à l'énergie, c'est un besoin vital, et nous on considère aujourd'hui qu'une entreprise des services publics ne peut pas couper l'énergie à des foyers. Donc il faut travailler de manière très solidaire cette question, et c'est un débat démocratique qui pourrait se poser entre des élus, entre des citoyens, des usagers, des représentants des salariés et des représentants des entreprises. Parce qu'on ne peut pas laisser demain, finalement, seul à des techniciens d'une entreprise de service public la décision humaine d'aller couper ou pas l'énergie à un foyer. Parce qu'il faut quand même se dire, ce que l'on vit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que celui qui ne répond pas à cette démarche de coupure d'énergie, c'est une injonction.
à l'exercice du service public, et donc il est sanctionné et il est viré. C'est ça la réalité. Donc, dans notre programme progressiste de l'énergie, on considère demain que le point central, c'est l'usager. L'énergie, besoin vital, tout le monde doit bénéficier de ce produit, de ce service de nécessité. Donc, pas de coupure, interdiction des coupures. Donc, on retravaille toutes les questions autour de la tarification. L'accès à l'énergie pour tout le monde, c'est une ambition qui est largement, encore une fois, réalisable aujourd'hui, quel que soit le lieu où on habite. Merci. On arrive au terme de cette émission. Donc, merci à Fabien Gay, merci à Sébastien Ménéplier et bonne journée à tous. Merci. Merci.